hier, tous les regards étaient tournés vers le détroit d'Ormuz, sans que l'on sache vraiment s'il s'ouvrait, s'il s'enfonçait un peu plus dans la guerre. Y a-t-il eu des bâtiments touchés par les Iraniens? Les Américains ont lancé une opération Project Liberty promettant de débloquer des centaines de navires immobilisés. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières de l'Université Paris-Dauphine PSL. Alors, est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui s'était réellement passé dans le détroit d'Ormuz? Parce que les Iraniens disent avoir frappé des bâtiments, les Américains le nient. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toute cette affaire, elle reste dominée par la géographie. Un détroit, et ce détroit en particulier, reste étroit et tortueux. Il est très difficile ou impossible, et y compris en mettant des moyens militaires très considérables, ce qui a été annoncé par les Américains d'en prendre le contrôle et d'avoir une espèce de sauf-conduit qui permet de rétablir des flux. Et en fait, la caractéristique, c'est que les Iraniens n'ont pas besoin, eux, de leur côté, de moyens considérables pour qu'il y ait une nouvelle inflammation. Il suffit de quelques drones. Ça a été le cas pour ce qu'on peut en savoir sur le port de Fujairah, donc, qui est un port des Émirats arabes unis, qui a comme caractéristique de déboucher, d'être situé dans le golfe d'Oman. En apparence d'échapper à la pression directe. Donc c'est du pétrole qui n'a pas besoin de passer par le détroit, mais c'est de fait du pétrole qui est sous la menace des Iraniens. Et encore une fois, les Iraniens n'ont pas besoin de gagner cette guerre, ils ont besoin de ne pas la perdre, de faire match nul, si on passe cette expression très malheureuse. Et ils en ont encore fait la démonstration hier. Bon, effectivement, mais alors, est-ce que cette situation est en train d'évoluer? Parce que là aussi, on a du mal, Patrice Geoffron, à comprendre véritablement ce qui est en cours dans le détroit d'Ormuz. Alors les difficultés qu'on a à comprendre sont liées également aux difficultés que les Américains eux-mêmes ont à déterminer clairement une stratégie, un but de guerre et à comprendre, si on essaie de regarder la communication de Trump vis-à-vis de son électorat, la situation est pour le moins confuse. On pouvait imaginer jusqu'à ces jours derniers qu'il y ait en fait une sorte de guerre d'attente et que du côté américain, on s'efforce d'attendre que l'ensemble de l'Iran soit engorgé de pétrole. Il y a une difficulté du fait du blocage des ports iraniens. Eh bien, l'Iran ne peut plus exporter, ou en tout cas dans des quantités extrêmement limitées, le pétrole qui continuait à être exporté auparavant, jusqu'à ce que le blocage ait été mis en œuvre par les Américains. Et donc, il y a une difficulté qui est que les stocks sont en train de se remplir. Ils sont en train de se remplir à terre. Ils sont en train de se remplir également dans des bateaux qui sont en mer et qui servent de structure de stockage. Et à un moment, le système va se bloquer. On ne sait pas très bien quand. Il y a des évaluations qui ne sont pas du tout convergentes, qui parlent tout de même de tensions qui vont s'accroître au courant du mois de mai. Donc, on pouvait imaginer que du côté américain, il y ait, que les Américains considèrent que le temps est un ami et qu'en fait, plus on allait avancer dans le mois de mai, plus les Iraniens auraient été placés dans l'obligation de revenir à la table de discussion avec plus de flexibilité. Ça n'est pas le cas puisque ce qui a été entrepris hier aux États-Unis, par les États-Unis, c'est la volonté de mettre des moyens pour rétablir au moins symboliquement un peu de passage. On sait ce qu'a été la réponse iranienne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon test de la résilience, le mot est galvaudé, mais de la résilience de l'Iran. Oui, l'Iran, en fait, a peu de moyens, et même les moyens qui ont été déployés hier me semblent exorbitants par rapport à la simple nécessité de mettre le doute avec des mines, avec quelques drones, sur la capacité à faire transiter des bateaux dans des conditions qui soient des conditions de sécurité acceptables. Parce que il suffit de relativement peu de choses pour que, en particulier, les assureurs refusent d'assurer les bateaux sortants ou par ailleurs les bateaux entrants. Et dans ces conditions, eh bien, on reste à des transits qui sont symboliques et qui sont, si on veut avoir un ordre de grandeur, au maximum de 10% de ce qu'étaient les flux antérieurement et sans doute bien moins. Ouais, alors c'est un vrai problème pour le gaz notamment. C'est entre 20 et 30% du trafic mondial de gaz, le détroit d'Ormuz. De gaz naturel liquéfié, qui est une partie très conséquente. GNL, GPL. Voilà, et la partie GNL est particulièrement importante, notamment pour nous, vu d'Europe, parce qu'à la fois on n'en dépend pas directement, mais de fait c'est un marché qui est un marché mondial et dans lequel une partie des cargaisons, enfin l'essentiel de ces cargaisons était destiné à l'Asie. Donc l'Asie va être notre concurrent, ou nous allons être son concurrent pour remplir les stocks à la bord de ce qui va être notre hiver. Et donc on va être conduit à payer le gaz plus cher, probablement d'un facteur 2 par rapport à ce qui
qu'était la situation, ce qu'aurait été la situation sans cette guerre. Alors on n'est pas dans la situation de la configuration 2022 où le prix était devenu fou, avait été multiplié par moment d'un facteur 10, mais de fait, c'est également une des conséquences de cette guerre qui est moins spectaculaire que le prix à la pompe, mais qu'il va falloir prendre en compte. Et oui, parce que l'idée quand même, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en hiver, donc on ne subit pas toutes les répercussions de cette guerre. Alors, si le nous, c'est les ménages, c'est très clair. Si le nous, c'est l'industrie, c'est Non, un je peu parlais plus... je voilà. parlais des ménages. Pour les ménages, c'est le cas de fait. Mais voilà. Il n'y a pas que les ménages dans la vie, il y a aussi l'industrie Voilà, qui utilise du gaz. Mais il y a aussi l'Asie qui est très dépendante de ce gaz et probablement la Chine souffre-t-elle beaucoup de cette situation aussi? Alors oui, mais la Chine s'est plutôt préparée et me semble-t-il, la Chine a la capacité à regarder assez loin devant parce que ce qui est en train de se passer finalement est évidemment un choc à court terme et plus violent sans doute pour les petites économies émergentes et en développement qui sont dans le pourtour de la Chine que pour la Chine elle-même. Mais de fait, c'est un choc. En revanche, ce qui a été entrepris par les États-Unis, là, au Venezuela auparavant, etc., c'est en train de mettre un tel chaos globalement que c'est un cadeau qui est fait à Xi par Donald. Voilà, parce que tout ça rend de moins en moins fréquentable le monde du pétrole et du gaz et va favoriser les technologies décarbonées qui sont assez largement dominées par la Chine. J'ai une proposition. Pourquoi ne pas construire un pipeline, puisqu'on voit bien que le détroit d'Ormuz est un goulot d'étranglement et que celui-ci est situé malheureusement dans une région qui n'est pas la Suisse. Alors, il va y avoir des projets, à n'en pas douter, ça va prendre du temps, à n'en pas douter non plus. Combien de temps faut-il pour faire un pipeline avec, je ne sais pas, une jurisprudence Notre-Dame, c'est-à-dire Alors, il faut que ce pipeline il soit connecté à une infrastructure de raffinage ou voilà, donc tout ça est compliqué. Ça se mesure plutôt au-delà de l'année et sensiblement au-delà de l'année. Donc, de toute façon, ça n'apportera pas de réponse. Et puis, par ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir. Dans le port de Fujairah, il y a du pétrole qui est exporté à partir des Émirats arabes unis et qui ne passe pas par le détroit, mais qui en revanche n'est pas en dehors de la zone de menace de l'Iran. Donc la solution à cette crise ne passera pas par des nouveaux pipelines. En revanche, à l'avenir, comme une prime de risque va continuer à peser sur la zone, c'est certain, quelles que soient les conditions du retour au calme, eh bien, à n'en pas douter, il y aura des projets de pipeline pour avoir des solutions de repli. Et donc, ça veut dire que très concrètement également, tout ce pétrole, à l'avenir, coûtera plus cher également dans cette zone. Eh oui, parce que le pipeline, une fois qu'il est construit, est-ce qu'on est capable de mesurer le surcoût que ça représente par rapport Alors à c'est très difficile parce qu'il faudrait avoir Ouais. la carte à l'esprit des pipelines qui pourraient être dans lesquels les investissements pourraient être faits. En revanche, ce qui est clair, c'est que si la solution par bateau est la solution actuelle, c'est que de fait, dans l'état actuel des choses, enfin jusqu'au début du conflit, c'était la solution la plus rationnelle économiquement. Donc il y aura également des surcoûts et toute cette zone finalement dont tout le narratif était d'être une zone de paix, de stabilité et d'investissement massif, c'est ce qui est en train de s'écrouler. Donc tout ça va avoir un impact évidemment sur le pétrole, sur le gaz sortant de la zone, mais également dans des tas d'autres domaines. Les data centers par exemple, beaucoup d'investissements avaient été faits dans la zone et qui évidemment ont été fragilisés. Oui, d'ailleurs, les Iraniens avaient menacé de frapper les data centers. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, voilà. Alors évidemment, on en parle moins parce que ça a moins d'incidence visible Bah, sur ça nous. pourrait avoir beaucoup d'incidences. Alors une incidence plutôt locale et puis bon, ce sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de redondance, hein, donc mais de fait, ça vient conforter cette idée que cette zone qui devait être une zone de développement très dynamique, Mhm. voilà, encore une fois, c'était l'attractivité proposée par un certain nombre de pays dans cette zone, eh bien, et dans l'état actuel des choses, est sans doute durablement une zone de guerre et d'incertitude. Question difficile, Patrice Geoffron. Quelle est la région du monde qui souffre le plus de cette situation? Bon, Washington souffre également de ce blocus, hein. Oui, l'ensemble des pays du monde, dès lors qu'on est pour le pétrole et désormais pour le gaz sur des marchés mondiaux, et puis par ailleurs sur les engrais, de fait, il n'y a pas de zone du monde qui soit immunisée, pas même les États-Unis, qui pourtant sont le leader mondial de la production de pétrole
et de gaz. Ce matin, le prix moyen à la pompe aux États-Unis doit être de 4,30 $. Il était de 2,90 $ avant le début. 4,30 $ le gallon, Le j'imagine. gallon, c'est 3,7 litres. Donc, vu d'Europe, ça interpelle. Mais en tout cas, vu des États-Unis, Oui, c'est plus cher. c'est un sujet de tension à l'abord dans une année qui est une année d'élection. Mais en tout cas, la plus grande souffrance, à n'en pas douter, elle ira vers les populations fragiles en Asie, les populations fragiles en Afrique, dont on parle trop peu, notamment via l'impact en termes alimentaires du fait du défaut d'engrais. Bon, ce qui est, particulier aussi, c'est que il y a de véritables montagnes russes sur, l'électrification des flottes. Donc, il y avait dans le New York Times hier un article pour expliquer que désormais, le monde entier se ruait vers les voitures électriques, alors qu'il y a quelques mois Oui. seulement, on expliquait que la voiture électrique était complètement délaissée. Oui, c'est le cadeau, malgré lui et assez malencontreusement sans doute par rapport à sa vision du monde et voilà, d'un monde dans lequel, on est le roi du pétrole et du gaz et on est dominant, je parle des États-Unis, naturellement. Et bien, tout ça est en train de rendre plus, désirables, les, technologies décarbonées. Il y a, Guillaume, l'observation que vous venez de faire sur les véhicules électriques, ça vaut également sur les panneaux photovoltaïques. Les commandes sont en train de s'envoler et donc tout ça va être une sorte d'accélérateur de la décarbonation. 2 chocs pétroliers, qui servent de repères par rapport à ces 2 chocs. Patrice Geoffron, qu'est-ce que l'on peut dire sur le choc actuel? Est-ce qu'il est encore, très en deçà, équivalent? Bah, il est d'une nature assez différente. Finalement, en 2022, on s'est coupé du premier fournisseur de l'Europe de charbon, de pétrole, de gaz, de diesel, et cetera. Donc tout ça a été très centré, alors que là, on a un choc qui est mondial. Et le problème du choc de 2026, c'est qu'il arrive après celui de 2022 et à un moment, notamment, où en termes de finances publiques en Europe, il y a un certain nombre de pays dont nous sommes, dont les finances sont dégradées. Merci beaucoup Patrice Geoffron. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie de l'Université Paris-Dauphine.